Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans, et j'ai regardé ma sœur traverser la Seine pour accepter un diplôme qu'elle n'a jamais mérité. On pouvait voir l'assurance dans chacun de ses pas, le petit sourire suffisant qui se dessinait sur ses lèvres tandis que la caméra du direct la suivait, projetant son visage triomphant sur les écrans géants pour que des milliers de personnes le voient. Mes parents pleuraient de fierté dans le public, leur petite étoile, qui brillait enfin. Mais ce que Sarah, mes parents et tout le monde dans cet auditorium ignoraient, c'est que le dossier pourpre que le doyen s'apprêtait à lui remettre ne contenait pas mon diplôme avec la mention summa cum laude. Il contenait une copie parfaite et impeccable de son bulletin de notes de 3e, celui où elle avait échoué en algèbre et en anglais, avec un petit mot de ma part glissé à l'intérieur. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic. Mais pour moi, cela signifie énormément. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur aînée, Sarah. Ce n'était pas une ombre sombre ou menaçante, pas au début. C'était une ombre éblouissante, projetée par une personnalité si brillante et si effervescente qu'elle éclipsait tout simplement tout le reste. Sarah était le soleil de notre système solaire familial, et mes parents, nos proches et même ses professeurs n'étaient que des planètes prises dans son attraction gravitationnelle. Elle avait un rire qui aurait pu charmer un serpent, une assurance qui frisait le théâtral et une incapacité stupéfiante à jamais être en faute. J'étais tout le contraire. Silencieuse, observatrice et studieuse, j'étais le fantôme attitré de la famille, un élément pratique et facile à vivre, doué à l'école et qui ne causait jamais de problème. Notre dynamique s'est établie très tôt. Quand j'avais 7 ans, j'ai gagné le concours de pâtisserie de l'école avec une tarte au citron meringuée que j'avais passé des semaines à perfectionner avec la recette de ma grand-mère. Lors de la remise des prix, Sarah, alors âgée de 10 ans, a sauté sur scène, a passé un bras autour de moi et a dit au directeur « C'est moi qui lui ai donné l'idée. L'ingrédient secret, c'était mon idée. » Et mes parents, désireux d'encourager sa nature encourageante, ont roucoulé et l'ont félicitée d'être une si merveilleuse grande sœur. Ils m'ont dit de la remercier. Alors je l'ai fait. C'était plus simple que de discuter. C'est devenu le mantra de mon enfance. C'est plus simple de laisser Sarah faire à sa guise. C'est plus simple de maintenir la paix. Quand j'ai construit un modèle complexe du système solaire pour l'Expo Science de 5e année, avec des planètes en rotation, Sarah a convaincu nos parents qu'elle m'avait aidé avec la conception artistique, et ainsi, dans leur esprit, le ruban bleu était mentalement partagé entre nous. Peu importait que sa seule contribution ait été de me dire que Mars devrait être plus scintillante. Mes réussites n'étaient jamais entièrement les miennes. Elles étaient toujours cooptées, absorbées dans le grand récit de Sarah, l'enfant doué qui inspirait la grandeur chez les autres. C'était un vol d'identité lent et insidieux, une érosion de mon être que j'étais trop jeune et trop opposée au conflit pour même reconnaître, et encore moins combattre. J'étais conditionnée à croire que mon but était d'être un personnage secondaire dans son histoire. Et pendant longtemps, je n'ai pas su être autre chose. Mes parents n'étaient pas malveillants, ils étaient simplement aveuglés par le soleil, et j'étais la lune, visible uniquement lorsque je reflétais sa lumière. Ils m'aimaient, je pense, mais ils géraient Sarah. Et gérer Sarah signifiait la garder heureuse, et la garder heureuse signifiait que tout le monde devait faire de petits sacrifices continus. Mes accomplissements étaient simplement les choses les plus faciles à offrir sur l'autel de son ego. Le schéma était établi, les fondations posées pour une trahison bien plus grande qui était encore à venir. C'était plus simple, après tout. Le passage au lycée n'a fait qu'amplifier cette dynamique toxique, faisant passer les enjeux du crédit volé pour des tartes et des projets à la monnaie bien plus sérieuse de la survie scolaire. Sarah, malgré tout son charme et son aisance sociale, était une élève exécrable. Elle trouvait les devoirs fastidieux, les règles incommodes et les dates limites insultantes. Ses bulletins de notes étaient un paysage de notes médiocres et de mauvaises notes, ponctués de commentaires cinglants des professeurs sur son manque d'effort et son comportement perturbateur. Mes parents, qui avaient bâti toute leur identité sociale autour de leurs 2 brillantes filles, sont entrés dans un état de panique perpétuelle. Leur solution, comme toujours, ne fut pas de tenir Sarah pour responsable, mais de me déployer. « Émilie, peux-tu juste aider ta sœur avec ses devoirs d'histoire ? Tu es si douée pour ça », plaidait ma mère, sa voix empreinte d'une anxiété lasse que j'étais programmée pour apaiser. Aider était un euphémisme, bien sûr. Cela a commencé par moi expliquant des concepts à une Sarah ennuyée et distraite, qui griffonnait dans son cahier et se plaignait de sa vie sociale. Cela a rapidement évolué.
Bientôt, je rédigeais les plans de ses dissertations, puis j'écrivais les brouillons. À la fin de sa première année, j'étais sa prête-plume à plein temps, non créditée et non rémunérée. Je me souviens d'une nuit en particulier, j'avais 15 ans, et j'étais submergée par mes propres cours avancés quand Sarah a jeté son manuel d'anglais sur mon bureau. « Il me faut une dissertation de 5 pages sur le symbolisme dans Gatsby le Magnifique pour demain matin », a-t-elle annoncé, sans demander. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que j'avais mon propre examen de physique à réviser. Ce fut un rare acte de défi, et il a été accueilli par un ouragan d'émotions de catégorie 5. Des larmes, des accusations, des portes qui claquent. Le grand final fut mon père frappant à ma porte, son visage marqué par la déception. « Émilie, ta sœur est en difficulté. Son avenir est en jeu. Est-ce trop te demander de l'aider un peu ? Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. » La culpabilité était un poids physique. Alors je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, nourrie de thé tiède et de ressentiment, et j'ai écrit une dissertation passable sur la lumière verte. Le lendemain matin, Sarah ne m'a même pas dit merci. Elle a juste attrapé les pages imprimées, et en sortant, elle a jeté un billet de 20 $ froissé sur mon lit. « Tiens, a-t-elle dit, pour ta peine. » Ce n'était pas un paiement, c'était une transaction qui solidifiait nos rôles. Elle était la cliente, et j'étais la prestataire de service. Ces 20 $ m'ont semblé être l'argent le plus sale que j'ai jamais touché. C'était le prix de ma complicité, le coût du maintien de la paix. Je détestais ça, mais je l'ai pris. Quel autre choix avais-je ? J'étais piégée dans un système conçu pour répondre à sa fragilité au détriment de mon intégrité. J'ai fait ses devoirs, j'ai écrit ses dissertations, j'ai passé ses examens en ligne. Je l'ai traîné à bout de bras à travers le lycée avec une moyenne générale respectable, bien que non méritée. Le processus de candidature à l'université fut le prolongement logique et cauchemardesque de notre arrangement du lycée. Sarah, toujours maîtresse des apparences, avait jeté son dévolu sur une université d'État réputée pour son programme compétitif en communication. Elle avait les compétences sociales, les activités parascolaires, présidente du club de théâtre, présidente du comité de bal. Vous voyez le genre, mais ses résultats aux tests standardisés étaient médiocres, et son dossier scolaire était, pour le dire gentiment, une œuvre de fiction dont j'étais l'auteur. La pièce maîtresse de sa candidature était la dissertation personnelle, un texte sincère et émouvant sur le dépassement des difficultés scolaires pour trouver sa passion pour la narration. J'en ai écrit chaque mot. Je me souviens d'être assise devant mon ordinateur, élaborant un récit de son prétendu éveil intellectuel et de ressentir un profond sentiment de dissociation. J'étais en train de donner vie, par l'écriture, à une version améliorée et plus accomplie de ma sœur, une version qui mènerait une vie qu'elle n'avait pas méritée. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, mes parents ont célébré comme si elle avait guéri une maladie. Ils ont organisé une fête. Des proches ont appelé pour la féliciter de son dur labeur. Pendant tout ce temps, Sarah a joué magnifiquement le rôle de l'étudiante méritante, acceptant les éloges avec une grâce humble et maîtrisée. Quelques mois plus tard, ce fut mon tour. Mes notes étaient presque parfaites. Mes résultats au test se situaient dans le 99e percentile. J'avais le choix entre plusieurs universités de premier plan, dont certaines m'offraient des bourses substantielles. Je rêvais d'aller dans une université hors de l'État, d'avoir enfin mon propre espace, ma propre identité, ma propre vie universitaire. Mais ensuite, il y eut la réunion de famille. « Émilie, ma chérie, commença ma mère, sa voix douce et persuasive. Nous pensions, ne serait-ce pas merveilleux si tu allais à la même université que Sarah ? Vous êtes si proches, et elle pourrait vraiment te montrer les ficelles du métier. Ce serait un réconfort pour nous de savoir que vous avez l'une l'autre. » Mon père intervint. « De plus, pense aux économies sur les frais de scolarité de l'État. C'est tout simplement le choix le plus pratique. » Ils l'ont présenté comme une décision logique et aimante, mais je savais ce que c'était vraiment. C'était un déploiement stratégique. Il ne l'envoyait pas avec moi pour mon bien. Il m'envoyait avec elle pour le sien. J'étais son assistance respiratoire académique, et il ne pouvait se résoudre à débrancher la prise. Une partie de moi, celle qui rêvait d'évasion, voulait crier. Mais l'autre partie, celle qui avait été conditionnée pendant 6 ans, se sentait juste fatiguée. Le chemin de la moindre résistance était si bien tracé. Alors j'ai accepté. J'ai refusé les bourses, retiré mes autres candidatures et me suis inscrite à la même université, dans le même programme de communication, que ma sœur. Je me suis dit que ce serait différent. Je me suis dit qu'à l'université, le mérite finirait par compter. J'avais tort. Je ne faisais qu'entrer dans une cage plus grande. La vie universitaire ne fut pas le nouveau départ que j'avais naïvement espéré.
Ce fut simplement une scène plus grande pour la même vieille pièce. La seule différence était que les enjeux étaient plus élevés, et mon ressentiment commençait à tourner pour devenir quelque chose de plus dur et de plus puissant. Pendant le premier semestre, Sarah a fait une tentative peu convaincante de faire son propre travail. Cela a duré environ 6 semaines. Dès que les cours ont exigé plus que de simplement se présenter et avoir l'air intéressé, le schéma familier de la dépendance a repris. Ça a commencé par un SMS. « Hey M, tu peux juste jeter un œil à mon plan pour le devoir sur l'éthique des médias ? Je suis tellement débordée. Jeter un œil au plan s'est transformé en le réécrire. » Réécrire le plan s'est transformé en moi, lui envoyant des suggestions de sources, qui étaient en fait des paragraphes entièrement formés qu'elle pouvait copier-coller. Au second semestre, nous étions retombés dans notre ancien rythme. Je suivais essentiellement 12 crédits pour moi et 6 pour elle. Elle se spécialisait dans les événements de sororité et la vie sociale du campus. J'étais sa doyenne académique secrète et non reconnue. La manipulation était plus sophistiquée maintenant. Ce n'était plus seulement des larmes et des crises de colère. C'était une performance soigneusement calibrée de stress accablant et d'affection fraternelle. « Oh mon Dieu, Émilie, tu me sauves la vie. J'échouerais littéralement sans toi, » disait-elle, me serrant dans ses bras dans un geste qui ressemblait plus à un acte de possession. Que ferais-je sans ma petite sœur géniale ? Elle maniait mon intelligence comme si c'était son outil personnel. Pendant ce temps, nos parents, à des kilomètres de là, recevaient des rapports élogieux. Ils m'appelaient, non pas pour me demander des nouvelles de mes cours, mais pour avoir des nouvelles des siens. « Comment va Sarah ? Est-ce qu'elle s'en sort ? Nous sommes si fiers de la voir vraiment se mettre au travail. » Je donnais des réponses vagues et non engageantes. « Elle gère », disais-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Pour eux, l'arrangement était parfait. Leurs 2 filles réussissaient. L'image de la famille était intacte. Ils ne se sont jamais demandé comment Sarah, qui avait du mal à écrire une liste de courses, obtenait soudainement d'excellentes notes à des dissertations sur la théorie sémiotique. Ils ne voulaient pas savoir. L'ignorance délibérée était le ciment qui unissait notre famille. Je devenais 2 personnes. L'étudiante diligente et très performante reconnue par mes professeurs, et le moteur invisible et épuisé qui alimentait la carrière universitaire frauduleuse de ma sœur. La tension était immense. J'étais perpétuellement fatiguée, stressée, isolée, piégée dans une conspiration solitaire. J'étais complice d'un crime commis contre moi-même. Et le pire, je laissais faire. La culpabilité était une fièvre constante et de bas grade, une maladie dans mon âme pour laquelle je ne voyais aucun remède. Tout a commencé à changer quand j'ai rencontré Chloé. Elle était ma colocataire, attribuée au hasard lors de notre 2e année. Une étudiante en histoire de l'art à l'esprit vif et farouchement observatrice, venue de l'autre bout du pays. Chloé avait un détecteur de balivernes intégré et, dès le premier jour, elle a vu clair dans la façade polie de ma vie de famille. Au début, elle n'a rien dit, elle s'est contentée d'observer. Elle a vu Sarah débarquer dans notre chambre de dortoir, non pas pour rendre visite, mais pour poser un manuel sur mon bureau, avec une liste d'exigences déguisée en appels désespérés. Elle a entendu les appels téléphoniques tard le soir de mes parents, leurs demandes anxieuses sur le bien-être de Sarah et leur désinvolture face à mes propres pressions académiques. Elle m'a vu pencher sur mon ordinateur portable à 2 heures du matin, en train d'écrire une dissertation sur le journalisme audiovisuel pour Sarah, alors que mes propres échéances approchaient. Un soir, après une séance d'études particulièrement éprouvante, où j'avais essentiellement terminé tout le projet de mi-session de Sarah pour elle, Chloé a finalement rompu son silence. Je fixais le mur d'un air vide, me sentant vidée et utilisée, quand elle s'est assise sur le bord de mon lit. « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. J'ai juste haussé les épaules, trop fatiguée pour me défendre. « Non, je suis sérieuse, Émilie, » a-t-elle insisté. « Elle ne demande pas de l'aide. Elle exige ton travail. Dans ces moments-là, elle n'est pas ta sœur. Elle est ta patronne. Et tes parents ne sont pas ses parents. Ils sont ses managers. Et toi ? Tu es l'employé non rémunéré et non crédité de l'entreprise familiale, et le produit, c'est sa réussite. » Entendre cela formulé de manière si directe, si clinique, a été comme une douche d'eau glacée. J'avais toujours cadré cela dans le langage flou et émotionnel de l'obligation familiale. Aider, soutenir, maintenir la paix. Chloé m'a donné un nouveau vocabulaire. Exploitation, vol, abus. Elle a été la première personne de toute ma vie à regarder la situation et à valider la rage bouillonnante que je réprimais depuis des années. « Ce n'est pas ton travail de gérer sa vie ou l'anxiété de tes parents, » m'a dit Chloé,
ses yeux remplis d'une loyauté féroce que je n'avais jamais connue auparavant. Elle vole ton éducation. Chaque dissertation que tu écris pour elle, chaque examen que tu passes, elle vole littéralement la valeur des frais de scolarité que vous payez toutes les deux. C'est de la fraude, et tu en es la principale victime. Cette conversation a été la première fissure dans le barrage. La perspective de Chloé m'a donné un point d'ancrage extérieur, un point de référence en dehors de la réalité déformée que ma famille avait construite. Elle était mon alliée, la première personne à se tenir à mes côtés et à dire « Tu as raison d'être en colère ». Pour la première fois, j'ai commencé à voir l'injustice non pas comme mon fardeau personnel à porter, mais comme un tort légitime qui m'avait été fait. L'Émilie silencieuse et docile était toujours là, mais une nouvelle voix, une voix plus froide et plus en colère, commençait à murmurer au fond de mon esprit. Et elle me disait que c'en était assez. Le catalyseur, le point de rupture final et irrévocable, est survenu lors de notre dernière année. C'était le mémoire de fin d'études, un projet de recherche massif de 50 pages qui était le point culminant de tout notre diplôme et comptait pour 40% de notre note finale. C'était le seul travail qui était censé être entièrement et complètement le nôtre. Je travaillais sur le mien depuis près d'1 an, y consacrant chaque moment libre et chaque once de mon énergie intellectuelle. Mon sujet portait sur les implications éthiques de la technologie deepfake dans la publicité politique, un sujet qui me passionnait profondément. J'ai mené des enquêtes originales, interviewé des experts et élaboré un argument que je savais être le meilleur travail que j'ai jamais fait. C'était mon chef-d'œuvre, la chose qui lancerait ma carrière. Pour Sarah, le mémoire était un raz-de-marée imminent qu'elle n'avait aucune intention de surfer. Elle a ignoré les dates limites, manqué les rendez-vous obligatoires avec son directeur de mémoire et passé son temps à planifier des fêtes de remise de diplôme. Environ 1 mois avant la date de rendu final, la réalité l'a rattrapée. Elle était en passe d'échouer, non seulement le cours, mais aussi son diplôme entier. La crise fut biblique. Elle s'est présentée à mon appartement en larmes, une épave de panique auto-infligée. « Je vais me faire renvoyer », gémit-elle en s'effondrant sur mon canapé. « Papa et maman seront dévastés. Toute ma vie sera ruinée. Tu dois m'aider, Émilie, s'il te plaît. » Je suis restée ferme. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit non, et je le pensais. Je ne peux pas, Sarah, et je ne le ferai pas. C'est mon mémoire. J'y travaille depuis 1 an. Les larmes ont instantanément séché, remplacées par une fureur froide. « Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» cracha-t-elle, un exploit de révisionnisme historique vraiment à couper le souffle. « Tu me laisserais échouer juste pour être égoïste ?» Quand sa propre manipulation a échoué, elle a déployé son arme ultime, nos parents. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Émilie, ta sœur est hors d'elle. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais tu dois arranger ça. Elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour franchir la ligne d'arrivée. Nous comptons tous sur toi pour l'aider. Ne laisse pas tomber la famille maintenant, pas alors que vous êtes toutes les deux si proches. » Mon père a pris la ligne sur le poste d'extension. « Donne-lui juste tes anciennes notes ou quelque chose comme ça. Sois la plus intelligente. Sois la plus intelligente. » Les 4 mots qu'ils avaient utilisés toute ma vie pour justifier mon effacement. Ils ne me demandaient pas de l'aider. Ils me demandaient de sacrifier mon couronnement sur l'autel de son échec. Ils me demandaient de lui donner mon avenir. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas seulement fissuré. Il s'est brisé en 1000 morceaux. L'épuisement, le ressentiment, les années de fureur silencieuse, tout a convergé en un unique point de clarté froide et dure comme le diamant. J'ai regardé le manuscrit de mon mémoire, posé sur mon bureau, mon nom sur la page de titre. Et j'ai su ce que je devais faire. La pression de ma famille était incessante. Un barrage étouffant d'appels et de SMS chargés de culpabilité. Il dépeignait une situation désespérée. Sarah, au bord de la dépression, son avenir ne tenant qu'à un fil, et moi, la sœur froide et insensible qui détenait la clé et refusait de la tourner. Finalement, après 1 semaine de ce siège émotionnel, j'ai appelé Sarah et lui ai dit de passer. Elle est arrivée avec un air de triomphe méfiant sur le visage, comme un général qui savait que ses renforts avaient gagné la bataille pour elle. « Je savais que tu finirais par céder, » dit-elle, un peu trop suffisante. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas battue. Je lui ai simplement tendu une clé USB. « Tiens, » dis-je, la voix plate. C'est une version simplifiée de mon mémoire. Les arguments principaux sont différents, les ensembles de données sont modifiés et la conclusion est plus faible. C'est un travail qui vaut un B-, au mieux. Il devrait être suffisamment différent du mien pour ne pas être signalé. C'est le mieux que je puisse faire. Elle m'a arraché la clé de la main, un sourire authentique et radieux se répandant sur son visage. « Oh, M, merci.
Tu es littéralement la meilleure sœur du monde. Je te revaudrai ça. » Elle n'a pas posé de questions. Son arrogance et son désespoir la rendaient aveugle. Elle croyait, jusqu'au plus profond d'elle-même, qu'elle avait droit à mon travail, que c'était juste l'ordre naturel des choses. Elle a soumis le mémoire sans, j'en suis sûre, en lire un seul mot. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email du Dr Evans, le chef du département de communication et le professeur du cours de mémoire. L'objet était simplement « Réunion urgente ». Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. J'allais être accusée de plagiat, de collusion avec ma sœur. Toute ma carrière universitaire allait partir en fumée à cause d'un dernier acte de capitulation stupide. Je me suis dirigée vers son bureau, l'estomac noué, l'esprit en ébullition, préparant ma défense, ma confession, mes excuses. J'étais terrifiée. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, j'avais radicalement mal évalué la situation. Je me dirigeais vers une accusation, mais ce n'était pas moi qui allais être accusée. Je me dirigeais vers le bureau de mon plus grand, et plus inattendu, allié. J'ai frappé à la porte du docteur Evans d'une main tremblante. « Entrez », a tonné sa voix. C'était un homme imposant au regard perçant et à la réputation de ne pas tolérer les imbéciles. Il m'a fait signe de m'asseoir, et je me suis enfoncée dans la chaise en face de son grand bureau encombré. Il s'est penché en arrière, joignant ses doigts, et m'a regardé pendant un long moment silencieux. Je me suis préparée pour la fin. « Émilie » a-t-il commencé, sa voix étonnamment douce. « J'ai un problème. Je viens de finir de lire les mémoires de fin d'études. Votre travail sur la technologie deepfake est, sans aucun doute, l'un des meilleurs mémoires de premier cycle que j'ai jamais lus en 20 ans dans cette université. C'est un travail de A+, potentiellement publiable. » J'ai murmuré un remerciement, ma confusion grandissant. « C'est pourquoi » a-t-il poursuivi en se penchant en avant et en faisant glisser un autre mémoire sur le bureau. « Je suis si perplexe face à celui-ci. » J'ai baissé les yeux. C'était le mémoire de Sarah. « Ce mémoire, » dit-il en le tapotant du doigt, « porte également sur l'éthique des médias manipulés. Mais il est maladroit. Les arguments sont dérivés, les données sont minces, et pourtant, la voix de l'auteur, la cadence même des phrases dans certaines sections, est étrangement familière. On dirait une version moins développée, moins confiant de vous. » Il m'a regardé, les yeux pleins d'une compréhension sagace. « Je vous ai eu dans 3 de mes cours, Émilie. Je connais votre travail. Je connais votre voix. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez aidé votre sœur. Je vais vous demander de me raconter ce qui se passe. » C'était la question que personne n'avait jamais posée. C'était l'invitation que j'avais attendue toute ma vie de recevoir. Et alors, le barrage a cédé. L'histoire a jailli de moi les devoirs du lycée, les travaux universitaires, la pression constante de nos parents, la demande finale et désespérée pour mon mémoire. Je lui ai tout raconté, les larmes que j'avais retenues pendant des années coulant sur mon visage. Je m'attendais à de la déception, à un sermon sur l'intégrité académique. Au lieu de cela, j'ai vu une lueur de colère dans ses yeux, mais elle n'était pas dirigée contre moi. « Donc vous l'avez porté scolairement pendant près d'1 décennie » dit-il, la voix basse. Il resta silencieux un moment, réfléchissant. L'université a des procédures standards pour cela. Une audience sur l'intégrité académique, une enquête, c'est propre, mais c'est discret. Votre sœur serait probablement renvoyée, mais vos parents pourraient arranger ça, le cacher, étant donné là. Nature systémique de cette tromperie, dit-il en choisissant soigneusement ses mots, je pense qu'une simple conséquence privée ne remédierait pas adéquatement à l'injustice qui vous a été faite. Parfois, une leçon doit être administrée dans un forum plus public pour être véritablement apprise. Une idée lente et dangereuse a commencé à se former dans mon esprit, et d'après l'expression de son visage, une idée similaire se formait dans le sien. « À quoi pensiez-vous » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Le plan est né dans le calme du bureau du docteur Evans, un acte de sabotage académique et théâtral, forgé dans le feu de ma rage longtemps contenue. « Une leçon publique » avait-il dit, et mon esprit s'est immédiatement tourné vers l'événement le plus public de nos vies, la remise des diplômes. C'était la scène dont mes parents avaient rêvé, la ligne d'arrivée que Sarah avait atteinte en trichant. Quel meilleur endroit pour révéler la vérité? Le docteur Evans, que j'ai découvert être non seulement mon chef de département mais aussi membre du conseil du doyen, a écouté attentivement tandis que je présentais le cœur de l'idée. C'était simple, élégant et impitoyable. Nous ne pouvons pas simplement l'accuser, ai-je expliqué, les mots venant plus vite maintenant, le plan prenant forme. Elle mentira. Mes parents soutiendront son mensonge. Ils diront que je suis jalouse, que j'essaie de gâcher son moment.
Il faut que ce soit indéniable. Il faut que ce soit quelque chose qu'elle se fasse à elle-même. Le docteur Evans a hoché lentement la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. L'ironie dramatique est puissante, a-t-il songé. Elle traverse la scène pour recevoir le symbole d'une réussite qu'elle a volée, pour ne trouver qu'un symbole de la vérité qu'elle a tenté d'enterrer. L'université, m'a-t-il assuré, serait discrètement de mon côté. Il parlerait au doyen des étudiants. Compte tenu de mon dossier scolaire impeccable et de la nette disparité dans la qualité des deux mémoires, mon histoire était entièrement crédible. Ils invalideraient officiellement le statut de diplômé de Sarah en interne, signalant son diplôme comme non mérité en attendant une enquête. Mais publiquement, son nom resterait sur la liste de la cérémonie. Elle serait autorisée à monter sur scène. Le piège serait tendu. Ma partie consistait à trouver la preuve irréfutable parfaite. Ce week-end-là, je suis rentrée à la maison sous prétexte d'aller chercher ma robe de remise de diplôme. Pendant que ma mère s'agitait autour des tissus, je me suis lancée dans une fouille archéologique de mon propre passé. Dans une boîte poussiéreuse au fond de mon placard, je l'ai trouvé, un trésor de preuves. Mes vieux cahiers de lycée, mon écriture claire et distincte, remplie des dissertations et des devoirs que j'avais faits pour Sarah. J'ai retrouvé le devoir d'histoire sur la Révolution française pour lequel elle m'avait payé 20 $. Et puis, le joyau de la couronne. Glissé dans un vieil annuaire, j'ai trouvé l'un des bulletins de notes originaux et non modifiés de 3e de Sarah. C'était un chef-d'œuvre d'échecs. Un F en algèbre, un D en littérature anglaise, un C en biologie. C'était une représentation parfaite et tangible de l'élève qu'elle était réellement. C'était la vérité, imprimée sur du papier cartonné officiel. Je l'ai manipulée comme une relique sainte avant de l'emmener dans une imprimerie pour en faire une copie couleur de haute qualité. Elle avait l'air et le toucher complètement authentiques. La touche finale fut une petite note simple que j'ai tapée sur un morceau de papier élégant. « Tu n'as jamais mérité le diplôme, mais ceci tu l'as amplement mérité, affectueusement ta sœur. » J'épinglerai cette note au bulletin. Le docteur Evans s'assurait que cette charge utile soit placée dans une pochette de diplôme d'apparence officielle, identique à toutes les autres. Il la lui remettrait personnellement sur scène. Le plan était parfait. C'était cruel, oui, mais une décennie à être traitée comme un fantôme l'était aussi. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de réclamation. Je reprenais mon nom, mon travail et mon avenir, tout en un seul moment magnifiquement orchestré d'humiliation publique. Les semaines précédant la remise des diplômes furent un chef-d'œuvre d'ironie dramatique. C'était comme regarder une pièce de théâtre où seul moi connaissais l'acte final dévastateur. Sarah vivait dans un état d'ignorance béate et arrogante, sa suffisance atteignant un niveau presque comique. Elle avait réussi. Elle allait être diplômée. Dans son esprit, elle avait réussi son coup. Elle parlait sans cesse de « son mémoire », lâchant des détails qu'elle avait à moitié retenus de la table des matières du fichier que je lui avais donné. La recherche sur les algorithmes mimétiques était tellement épuisante, soupirait-elle dramatiquement à nos proches au téléphone, mais je savais que je devais persévérer. C'est si important pour ma future carrière. Je hochais simplement la tête et souriais, une sœur silencieuse et solidaire, tandis qu'à l'intérieur, un rire froid et satisfaisant résonnait. Ma passivité, autrefois un véritable bouclier, était maintenant une arme. Mon silence était le camouflage de l'embuscade que je préparais méticuleusement. La partie la plus atroce était de gérer mes parents. Ils débordaient de fierté, particulièrement pour Sarah. Ils voyaient sa graduation comme leur victoire, un témoignage de leur rôle de parents. « J'ai toujours su qu'elle avait ça en elle », disait mon père en rayonnant. « Elle avait juste besoin de trouver sa concentration. Je suis si content que tu aies été là pour l'aider, Émilie. Tu as toujours été une si bonne influence pour elle. » L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Il me louait pour mon rôle de complice, sans jamais remettre en question la réalité de la situation. Une semaine avant la cérémonie, ils ont organisé une somptueuse fête de remise de diplôme pour nous. La maison était remplie d'amis de la famille et de parents, tous félicitant Sarah pour son incroyable redressement. Elle s'en délectait, star du spectacle, racontant des histoires exagérées de nuits blanches à la bibliothèque et de séances d'études exténuantes. À un moment donné, elle a passé son bras autour de moi et a dit à nos tantes et oncles réunis « Je n'aurais pas pu le faire sans celle-ci. C'est la meilleure partenaire d'études qu'une fille puisse souhaiter. » Tout le monde a fait des « oh » et a souri. J'ai senti un étrange sentiment de calme s'emparer de moi. Il n'y avait plus de colère, juste un sentiment détaché de détermination. J'étais une actrice dans la scène finale d'une longue tragédie, et j'étais sur le point de lui donner une fin surprise que personne, surtout la star, n'oublierait jamais. Chaque remarque condescendante de Sarah, chaque compliment fier et mal avisé de mes parents,
ne faisait que renforcer ma résolution. Ils étaient tous co-auteurs de ce moment. Ils avaient construit la scène, et j'étais juste sur le point de tirer le rideau. Le dîner de famille avant la remise des diplômes fut l'apothéose de la réalité fabriquée de ma famille. Il s'est tenu dans un restaurant chic du centre-ville, le genre avec des nappes blanches et un éclairage tamisé, un cadre que mes parents avaient choisi pour commémorer comme il se doit le succès de leur fille. Toute la soirée fut une ode à Sarah. Mon père s'est levé pour porter un toast, son verre de vin levé bien haut. « À Sarah, commença-t-il, la voix chargée d'émotion, nous t'avons vu t'épanouir. Tu as rencontré des difficultés au lycée, mais tu n'as jamais abandonné. Tu es allée à l'université, tu t'es mise au travail, et tu as triomphé. Ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers de la femme brillante et travailleuse que tu es devenue. » J'ai regardé Sarah, assise en face de moi, s'imprégner des éloges. Elle a incliné la tête dans un geste de fausse modestie, une petite larme brillant dans son œil pour l'effet dramatique. C'était une performance digne d'un Oscar. Ma mère a ensuite ajouté sa part. « Et à Émilie, dit-elle en se tournant vers moi avec un sourire chaleureux, pour avoir été une sœur si merveilleuse et si solidaire. C'était si bon pour Sarah de t'avoir là, l'aidant, la guidant. Tu as toujours été la plus responsable. » Ils le voyaient si clairement dans leur esprit. Sarah, l'étoile éblouissante, et moi, la fidèle et stable allumeuse de réverbères, m'assurant que son chemin soit toujours éclairé. Ils n'avaient aucune idée que j'étais sur le point de couper le courant. Tout au long du dîner, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais silencieuse, j'étais réservée. Quand ma tante m'a demandé sur quoi portait mon mémoire, j'ai donné une explication brève et simple. Quand elle s'est tournée vers Sarah et a posé la même question, Sarah s'est lancée dans un résumé décousu et incohérent du mémoire que j'avais écrit pour elle, massacrant la terminologie et mélangeant les concepts de base. Elle m'a regardée une ou deux fois, une lueur de panique dans les yeux, et je lui ai fait un signe de tête subtil, l'aidant, une dernière fois, en lui soufflant un mot-clé. C'était perversement satisfaisant. Mon silence a été pris pour ma déférence habituelle, mes réponses monosyllabiques pour ma timidité typique. Personne ne se doutait de rien. Ils étaient tous trop absorbés par l'éclat de l'enfant prodige. Le dîner fut la dernière confirmation dont j'avais besoin. Il prouvait, sans l'ombre d'un doute, qu'une conversation privée serait inutile. Leur déni était une forteresse, et je n'avais pas l'énergie émotionnelle pour en faire le siège. La seule façon de percer était de la démolir complètement, en une seule explosion spectaculaire, et de les laisser fouiller les décombres par eux-mêmes. Assise là, picorant mon saumon et les écoutant planifier le brillant avenir de Sarah, je ne ressentais aucune culpabilité, seulement un sentiment profond et libérateur de finalité. La veille de la cérémonie, j'ai rencontré le docteur Evans une dernière fois. Nous nous sommes retrouvés non pas dans son bureau, mais dans un petit café anonyme hors du campus. Il voulait éviter toute suspicion de dernière minute. Il ressemblait plus à un co-conspirateur qu'à un chef de département, vêtu d'un simple polo et sirotant un café noir. « Tout est en place, dit-il, la voix basse et égale. Je serai sur scène avec le doyen et le président de l'université pour distribuer les diplômes du Collège des Arts et des Sciences. J'ai personnellement préparé un dossier pour Sarah. Il est identique à tous les autres. Le poids est correct. Personne ne verra la différence jusqu'à ce qu'elle l'ouvre. » Il me regarda, l'expression sérieuse. « Êtes-vous sûre de vouloir faire ça, Émilie ? Il n'y a pas de retour en arrière une fois que son nom est appelé. » J'ai pris une lente gorgée de mon latte, la chaleur calmant mes nerfs. J'ai fait des allers-retours toute ma vie, ai-je dit, ma voix plus claire et plus forte que je ne l'aurais cru. Je suis prête à aller de l'avant. Il a hoché la tête, un regard de respect dans les yeux. Vous devez comprendre, a-t-il poursuivi, qu'il ne s'agit pas seulement de vous et de votre sœur. Du point de vue de l'université, il s'agit d'intégrité académique. Ce qu'elle a fait est une violation grave. La nature publique de cette conséquence est peu orthodoxe, mais le doyen convient qu'il s'agit d'un cas unique de fraude académique systémique et à long terme. En privé, elle a déjà été désinscrite. Le diplôme qu'elle pense obtenir demain n'allait de toute façon jamais être réel. Ce que vous faites, c'est simplement changer la nature du message qu'elle reçoit. Ces paroles furent un baume sur les derniers vestiges de ma culpabilité. Il n'était pas seulement mon allié, il était la voix de la validation institutionnelle. Il a présenté mon plan non pas comme une vengeance mesquine, mais comme un acte de justice légitime. Ce n'était pas moi contre ma sœur, c'était la vérité contre une vie de mensonge. « Vous êtes la victime ici, Émilie, dit-il, son regard inébranlable. Vous avez mérité votre diplôme, vous avez mérité vos honneurs,
Et vous avez mérité le droit de les revendiquer comme vôtres, libres de son ombre. Demain ne consiste pas à la détruire. Il consiste à vous libérer. Nous avons fini nos cafés dans un silence confortable. En nous quittant, il m'a serré fermement la main. Je vous verrai sur scène, Émilie. Essayez de profiter du moment. Vous l'avez mérité. En m'éloignant du café, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Un poids que je ne réalisais même pas avoir porté pendant une décennie. La peur avait disparu, remplacée par une résolution propre et froide. La dernière pièce était en place. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre que le spectacle commence. Le matin de la remise des diplômes fut un tourbillon de sentimentalité fabriquée et de préparatifs frénétiques. Notre maison bourdonnait d'une énergie festive qui me semblait complètement étrangère. Ma mère voltigeait partout, s'assurant que nos toges étaient parfaitement repassées, tandis que mon père cirait ses chaussures et s'entraînait à son visage de père fier et rayonnant dans le miroir du couloir. Sarah était la reine du jour, tenant sa cour dans sa chambre. Elle a passé 1 heure à se coiffer et à se maquiller, et 30 minutes de plus à prendre des selfies dans sa coiffe et sa toge, faisant la moue et souriant à son téléphone. « Tu y crois ? On a enfin fini !» a-t-elle gazouillé en passant devant sa porte ouverte. Toutes ces nuits blanches à la bibliothèque, tout ce stress, ça en valait vraiment la peine. Elle m'a fait un clin d'œil, un geste de conspiratrice qui m'a retourné l'estomac. Elle croyait vraiment que nous étions une équipe, que notre lutte avait été partagée. L'illusion était si complète qu'elle en était presque impressionnante. Je lui ai juste fait un sourire serré et mince. Ça en valait vraiment la peine, ai-je répété, ma voix un écho creux de la sienne. Le trajet jusqu'au centre de congrès de l'université fut atroce. Mes parents ont rempli la voiture d'un flot ininterrompu de bavardages fiers, racontant le parcours de Sarah, d'une lycéenne en difficulté à une diplômée universitaire triomphante. Elle avait juste besoin du bon environnement pour s'épanouir, a dit mon père, croisant mon regard dans le rétroviseur. Et d'une sœur qui la soutient, a ajouté ma mère en se penchant pour me tapoter le genou. Je me sentais comme une passagère silencieuse et invisible de ma propre histoire de vie, un fantôme au festin. Je serrais le programme de la cérémonie sur mes genoux, son papier glacé frais contre mes paumes moites. Mon cœur ne battait plus d'anxiété. C'était un tambour lent, régulier et puissant, battant un rythme d'anticipation. Justice, justice, justice. Alors que nous nous dirigions vers l'immense bâtiment, mes parents flanquaient Sarah, tenant chacun un de ses bras, une fière phalange escortant leur vainqueur à son couronnement. Je suivais à quelques pas derrière eux, une silhouette anonyme dans une toge noire identique. Dans la foule animée d'étudiants cherchant leur place pour la procession, j'ai finalement repéré Chloé. Elle s'est détachée de sa famille et s'est précipitée vers moi, les yeux écarquillés d'un mélange d'excitation et de nervosité. « C'est le grand jour », a-t-elle murmuré en me prenant les mains. « Tu es prête ?» J'ai regardé ma sœur, qui riait et posait pour une photo avec mon père. Elle avait l'air radieuse, confiante et complètement intouchable. J'ai regardé Chloé et, pour la première fois de la journée, un sourire sincère a touché mes lèvres. « Je suis prête », ai-je dit. « Que la fête commence. » Nous revoici au début, dans le centre de congrès caverneux et bourdonnant. L'air est chargé d'une odeur de lac et d'excitation nerveuse. Les discours d'ouverture s'éternisent un flot de platitudes du président de l'université et un discours étonnamment ennuyeux d'un ancien élève célèbre. Je suis assise dans la zone désignée pour les diplômés du Collège des Arts et des Sciences, une vaste mer de toges noires et de coiffes en carton. Chloé est à 2 sièges de moi, et toutes les quelques minutes, elle croise mon regard et me fait un petit signe de tête, encourageant. Ma famille est quelque part là, bas dans les gradins, une petite constellation dans une galaxie de parents fiers et de frères et sœurs ennuyés. Je peux les imaginer parfaitement. Ma mère s'épongeant les yeux avec un mouchoir, mon père le torse bombé de fierté, leurs 2 visages tournés vers l'endroit où Sarah est assise, quelques rangs devant moi. Elle est l'image même de l'assurance, discutant avec la fille à côté d'elle, passant de temps en temps ses cheveux parfaitement coiffés par-dessus le col de sa toge. Elle a l'air d'être née pour ce moment, totalement convaincue de son droit d'être ici. Un faible murmure d'anticipation parcourt la section des étudiants alors que le doyen de notre collège s'approche du podium. « Nous allons maintenant commencer la présentation des candidats au diplôme », annonce-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Mon pouls s'accélère. C'est le moment. La marche lente et méthodique vers le point culminant a commencé. Il commence par les doctorats et les maîtrises. Puis, il passe aux licences. Département par département, nom par nom. Anthropologie, histoire de l'art, biologie. Le nom de Chloé est appelé,
Et j'applaudis plus fort que quiconque, une vague de bonheur sincère pour mon amie, éclipsant momentanément mon propre objectif froid. Elle me lance un regard rapide et triomphant en retournant à sa place, diplôme en main, puis l'annonceur prononce les mots que j'attendais, les candidats à la licence en art de la communication. Ma concentration se resserre. Le bruit de fond de l'arène s'estompe. Il n'y a plus que moi, Sarah et la scène. Les noms s'égrènent les uns après les autres. Chacun est un tic-tac de l'horloge, un pas de plus vers la détonation. Mes mains sont froides, mais mon esprit est parfaitement clair. Je regarde Sarah lisser sa toge une dernière fois. Elle est prête pour son moment. Elle n'a aucune idée de ce que ce moment contient vraiment. Sarah Elisabeth, nom de famille. Le nom résonne, net et clair dans le vaste auditorium. La caméra du direct, positionnée pour capturer la marche triomphale de chaque diplômé, la trouve instantanément. Son visage, rayonnant et confiant, remplit les 2 écrans géants qui flanquent la scène. Une vague d'applaudissements commence, menée par les claquements enthousiastes de mes parents. Sarah se lève, et pendant un instant, elle semble flotter, portée par l'adoration non méritée. Elle adresse un petit signe de la main gracieux à notre famille, un geste répété d'une artiste chevronnée. Elle se tourne et entame sa marche vers la scène, ses pas mesurés et élégants. Elle est l'image même de la réussite, une incarnation vivante d'un mensonge. Mes yeux ne sont cependant pas sur elle. Ils sont rivés sur le Dr Evans. Il se tient sur la scène à côté du doyen et du président, sa toge académique lui conférant un air d'autorité solennelle. Son visage est un masque parfait de neutralité. Alors que Sarah approche, je vois sa main bouger, presque imperceptiblement, pour sélectionner un dossier pourpre spécifique dans la pile sur la table. Il ressemble à tous les autres. Sarah glisse sur la scène. Elle serre la main du président, un homme qui a été informé de la situation et dont le sourire est professionnellement poli mais dépourvu de toute chaleur réelle. Elle prend le rouleau cérémoniel des mains du doyen, puis elle se tourne vers le Dr Evans, l'homme qui était censé être son directeur de mémoire. Elle lui adresse un sourire éclatant et reconnaissant, comme s'ils avaient partagé un profond parcours académique ensemble. « Félicitations, Sarah », dit-il, sa voix juste assez forte pour que le micro de la scène la capte alors qu'il lui tend le dossier pourpre. « Merci beaucoup, Dr Evans », s'extasie-t-elle. « Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. » L'ironie est si exquise qu'elle en est presque douloureuse. Elle prend le dossier, le serre contre sa poitrine comme un trésor précieux et se tourne pour faire face aux caméras, une dernière fois, son sourire éblouissant de 1000 feux. Le piège est refermé. Il ne lui reste plus qu'à l'ouvrir. Alors que Sarah s'éloigne du podium, se dirigeant vers les escaliers sur le côté de la scène, elle fait exactement ce que je savais qu'elle ferait. C'est un acte presque universel, instinctif pour chaque diplômé. Portée par l'adrénaline et le soulagement, elle décide de jeter un œil au prix. Alors qu'elle est encore sous les feux des projecteurs et que les caméras la suivent toujours, elle déplace le dossier dans ses mains et glisse son doigt sous le rabat pour l'ouvrir. De mon point de vue, je peux voir son visage projeté en détail géant sur les écrans. Je regarde le sourire triomphant vaciller, remplacé par une lueur de confusion. Ce n'est pas le papier lourd et couleur crème d'un diplôme qu'elle voit. Ce n'est pas la calligraphie élégante de son nom. C'est une feuille de papier standard. Ses pas ralentissent. Elle s'arrête complètement, en plein milieu de la scène. Un murmure commence à se propager dans le public. Cela ne fait pas partie du spectacle. Ses yeux se posent à nouveau sur le contenu du dossier, essayant désespérément de comprendre ce qu'elle voit. Je sais exactement ce qu'elle voit. Elle voit la grille des matières et des notes. Elle voit le F, gras, et accablant à côté de algèbre I. Elle voit le D, à côté de littérature anglaise. Elle voit le commentaire net et clinique du professeur. Manque de concentration et ne parvient pas à s'appliquer. Et épinglée en haut du bulletin de notes copié, elle voit la petite note couleur crème. Je peux visualiser les mots comme s'ils flottaient dans les airs devant moi. Tu n'as jamais mérité le diplôme. Mais ceci, tu l'as amplement mérité. Affectueusement ta sœur. La couleur quitte son visage. La transformation est absolue et elle est diffusée pour que des milliers de personnes en soient témoins. La confiance suffisante s'évapore, remplacée par une panique brute et nue. Ses yeux, écarquillés d'horreur, balayaient frénétiquement la salle avant de me trouver dans la mer de toge noire. Son regard croise le mien. Je ne souris pas, je ne jubile pas. Je lui fais simplement un petit signe de tête délibéré. Une confirmation, une déclaration finale. C'était moi. Oui, c'était moi. Et c'est ce que tu mérites. Sarah est restée figée sur cette scène pendant ce qui a semblé une éternité, une statue de l'humiliation publique. La caméra du direct est restée sur son visage, diffusant chaque frémissement de son horreur naissante à toute l'arène.
Le murmure dans la foule s'est transformé en une vague de chuchotements confus. Elle ressemblait à un animal piégé, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle en temps réel. Finalement, sa paralysie a cédé. Elle n'a pas marché, elle a grimpé. Elle a pratiquement fui les marches de la scène, ne retournant pas à sa place parmi ses pairs, mais trébuchant vers une sortie latérale, serrant le dossier de sa honte. Elle a disparu derrière un lourd rideau, parti. La caméra est maladroitement revenue au podium où se tenait le docteur Evans. Son expression a changé. Il s'est approché du microphone, s'éclaircissant la gorge. Il semble y avoir eu une erreur administrative concernant le statut de diplômé de la candidate précédente, a-t-il annoncé, sa voix calme et autoritaire. L'université va se pencher sur la question. Nous allons maintenant continuer. Le professionnalisme de sa déclaration était presque brutal dans sa finalité. Il l'avait renvoyée, effacée, d'une seule phrase. Et puis, il a baissé les yeux sur sa liste et a appelé le nom suivant. Emily Grace, nom des familles, summa cum laude. Une onde de choc m'a traversée, suivie d'une vague de triomphe pur et sans mélange. Je me suis levée sur des jambes tremblantes. En le faisant, Chloé a bondi sur ses pieds, applaudissant à tout rompre. Puis les étudiants autour d'elle qui connaissaient des bribes de l'histoire se sont levés. Les applaudissements n'étaient pas seulement polis. C'était un rugissement. C'était une ovation debout. Alors que je marchais vers la scène, mon chemin était un flou de visages souriants et de bruits assourdissants. J'ai atteint la scène, serré la main du président, il m'a offert un sourire sincère et chaleureux cette fois-ci, et accepté mon vrai diplôme des mains du doyen. Puis je me suis tournée vers le docteur Evan. Il m'a tendu mon propre dossier pourpre, et ce faisant, il s'est penché et a murmuré « Justice, Émilie, bien joué ». J'ai quitté cette scène, la tête haute, non pas dans l'ombre, mais dans la lumière la plus vive et la plus brillante que j'ai jamais connue. Elle était toute à moi. Les suites de la cérémonie furent un chaos total. J'ai retrouvé Chloé et nous nous sommes serrés dans les bras, riant avec une sorte de soulagement étourdi. Mais le moment de célébration fut de courte durée. Je les ai vus de l'autre côté de la pelouse bonder mes parents, le visage masqué de confusion et de fureur, se dirigeant droit sur moi. Sarah n'était nulle part en vue. J'ai appris plus tard qu'elle avait appelé un taxi et s'était enfuie. « Émilie, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'as-tu fait » a exigé ma mère, sa voix un murmure rauque. Sa fierté s'était transformée en une colère blanche. « Tu as humilié ta sœur. Le jour de sa remise de diplôme. Tu as tout gâché. » Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, son visage un nuage d'orage de déception. « Nous avons vu son visage. Nous t'avons vu hocher la tête. C'est toi qui as fait ça, a-t-il accusé. Toute ma vie, c'était le moment où je me serais recroquevillée. J'aurais marmonné des excuses, endossé la responsabilité, fait n'importe quoi pour éteindre leur colère et rétablir la paix. Mais je n'étais plus cette personne. La fille qui maintenait la paix était morte sur cette scène. Je me suis redressée et les ai regardés tous les deux droit dans les yeux. Ma voix, quand elle est sortie, était calme et stable, dénuée de l'émotion qui m'avait étranglée pendant des années. Ce que j'ai fait, ai-je dit, c'est dire la vérité, quelque chose qu'aucun de nous n'a été disposé à faire depuis 10 ans. J'ai ensuite tout déballé pour eux. Les devoirs, les dissertations du lycée, les candidatures à l'université, le travail nocturne, et enfin, le mémoire. Je n'ai épargné aucun détail. J'ai expliqué que Sarah n'avait pas mérité ce diplôme, qu'elle avait en fait été formellement désinscrite pour fraude académique. Elle n'était pas juste en difficulté, leur ai-je dit, mes mots précis et tranchants. Elle trichait, et elle m'utilisait pour le faire. Et vous deux, vous étiez ses complices consentants. Vous ne vous êtes jamais demandé comment elle réussissait soudainement ses cours. Vous ne vous êtes jamais soucié de la pression que vous me mettiez. Tout ce qui vous importait, c'était l'image de la famille. Ils me fixaient, leur colère étant lentement remplacée par une incrédulité stupéfaite et horrifiée. Vous ne vouliez pas voir la vérité, ai-je conclu, ma voix s'adoucissant légèrement, non par pitié, mais avec un sentiment de finalité. Alors j'ai fait en sorte qu'il vous soit impossible de l'ignorer. L'humiliation de Sarah n'est pas de ma faute. C'est la conséquence directe de ses propres actions et de votre propre complaisance. Vous devez gérer ça, pas moi. Et sur ce, je me suis retournée et je suis partie, les laissant là, au milieu de la foule en fête, finalement sans voix. Cela fait 6 mois depuis ce jour. Les retombées ont été comme prévu compliquées. Sarah a été officiellement renvoyée de l'université pour malhonnêteté académique à grande échelle. Elle est retournée vivre à la maison. Et, d'après ce que j'entends par les ragots familiaux, elle passe la plupart de ses journées dans sa chambre, nourrissant une amertume profonde et tenace. Mes parents ont essayé de m'appeler quelques fois dans les semaines qui ont suivi,
leurs appels alternant entre des accusations colériques et des appels larmoyants à la réconciliation, pour que je répare le gâchis que j'avais fait. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de construire une vie qui soit entièrement la mienne, libérée de l'attraction gravitationnelle de leur dysfonctionnement. Et je l'ai fait. J'ai accepté l'offre d'emploi que j'avais reçue avant la remise des diplômes, un poste convoité dans une grande agence de marketing dans une ville à 3 États de distance. Mon travail sur le mémoire sur le deepfake, le vrai, avait attiré leur attention. J'ai emménagé dans un appartement lumineux et aéré que je ne partage avec personne d'autre qu'un figuier lyre florissant. Je suis bonne dans mon travail. Mes idées sont les miennes, mes succès sont les miens et mes échecs sont les miens. C'est le sentiment le plus libérateur au monde. Je suis en thérapie, je parle à une professionnelle qui m'aide à démêler les nœuds complexes de culpabilité et d'obligations qui m'ont été noués autour du cou pendant tant d'années. Elle qualifie mes actions à la remise des diplômes de « acte radical de réappropriation de soi ». J'aime le son de ça. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de couper un lien qui m'étouffait. Il s'agissait de me choisir, pour la première fois, d'une manière forte, sans équivoque et publique. Je ne sais pas si ma famille comprendra un jour, ou si nous nous reparlerons. Une partie de moi est triste à ce sujet, mais une partie beaucoup plus grande de moi ressent un profond sentiment de paix. Je ne suis plus une ombre, je ne suis plus un secret, je suis la protagoniste de ma propre histoire, et j'ai enfin le droit d'écrire la fin. Et si vous êtes là, à vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, à vous sentir comme un fantôme dans votre propre vie, j'espère que vous savez que votre lumière n'a pas disparu. Elle attend juste que vous lui donniez la permission de briller. Vous avez le stylo. Vous pouvez écrire un nouveau chapitre quand vous serez prêt. Je vous le promets, ça en vaut la peine.